peux vous poser le principe. Hein. Est-ce que je reprends ou pas? Mais je vais reprendre, mais regardez ce que ça donne. Ça donne ça. Vous voyez autant de rouge que de vert sur une métaphase. Ça donne ça. Tiens, celui-là est vert et celui-là est rouge. Pourquoi? Exactement. Mais quel sexe? Qui est vert, qui est rouge? Exactement. Et la métaphase est une métaphase masculine. Alors, il y a chez une femme 2 fois plus d'ADN de l'X que chez l'homme. De ce fait, lorsque le mélange rouge-vert va être hybridé sur le chromosome X ici, évidemment, il y aura 2 fois plus, non, il y aura 1 fois plus et demi de vert que de rouge. Bon. Non, il y aura 2 fois plus de vert que de rouge. Ici, il n'y a carrément pas de rouge. Parce que la femme, effectivement, il n'y a carrément pas de vert. Il n'y a que du rouge. Et ceci montre bien que la technique marche. Et sur tous les autres, le rapport de fluorescence rouge sur vert va être égal autour de 1. Enfin, autour de 1. Comme c'est des statistiques, donc il y a une marge d'erreur et donc il y a des bornes. Ça a été le principe, le départ. Donc le sexe, vous avez compris que le vert est féminin et que le rouge est masculin, que la métaphase est masculine. D'accord? Et donc, en fait, lorsque vous avez par exemple une délétion du vert ici, eh bien lorsque ça va hybrider, ça va être plus rouge que jaune, parce qu'il y aura plus de rouge sur le chromosome sur lequel ça va hybrider, et là il y aura plus de vert. Donc, lorsque le logiciel va calculer le rapport de fluorescence rouge sur vert, ou vert sur rouge, ici, il y aura une déviation nette dans le sens du gain, et ici, il y aura une déviation dans le sens de la perte. Donc là, par ce biais-là, sans regarder les chromosomes, vous allez avoir directement des indications sur des pertes ou des gains dans le génome de l'individu. Bien. Mais la limite de ça, elle est évidemment celle du karyotype, puisque vous travaillez sur des chromosomes. Donc, elle va être à 5 à 10 mégabases. Et puis, ça aussi, il faut connaître ça. Là aussi, hein. Avec ce procédé, vous comprenez parfaitement bien que vous ne pouvez pas détecter une anomalie équilibrée, puisque vous étudiez des différences de rapport. Alors, si je vous dis, ce couple a une anomalie chromosomique équilibrée, une translocation équilibrée, quelle est la technique indiquée pour pouvoir mettre en évidence cette anomalie? Et que vous me mettez CGH arrêt, je ne continue plus à lire. En l'occurrence, ça c'est du karyotype qu'il faut. OK? Oui. Eh bien, il n'y a pas de perte de matériel. C'est-à-dire, vous avez une translocation, mais chez l'individu, un morceau a été remplacé par un autre morceau sur un chromosome, et cet autre morceau sur le chromosome a été sur l'autre chromosome. Il n'y a pas eu de perte. Et une perte, c'est lorsque vous avez une délétion, et les gains, c'est lorsque vous avez un gain. Vous en avez en plus. Donc ça, on dit que c'est des anomalies déséquilibrées. D'accord? Bien. Des déséquilibres génomiques. La CGH arrive à détecter un déséquilibre génomique. Mais elle ne peut pas détecter une anomalie chromosomique équilibrée. D'accord? Donc, elle ne s'applique pas. Mais comme en constitutionnel, en pathologie constitutionnelle, il y a peu d'anomalies équilibrées, comme on le verra après, donc la CGH a remplacé pratiquement totalement le karyotype. Mais les limites sont là. C'est que si la qualité de l'ADN sur laquelle vous hybridez n'est pas bonne, vous avez de mauvaises hybridations. En plus, si vous avez un mosaïcisme, c'est un peu compliqué parce que comme c'est des rapports de plus et de moins, c'est des rapports de fluorescence. Si vous avez très peu d'anomalies, si vous avez un mosaïcisme, par exemple à 10%, que 10% des cellules qui ont un gain, eh bien ça va être, vous n'allez
pas bien voir en fait la différence entre le vert et le rouge. Donc le mosaïcisme important est une limite également donc, à la CGH-arrêt. Donc limite de la pas la CGH-arrêt, de la CGH sur chromosome. Donc c'est la résolution, pareil que le cariotype quant au fond, mais c'est également les anomalies équilibrées. Donc, c'était bien, mais ça n'a pas percé. Mais à partir des années 2001, en 2001, il y a eu une bombe dans Nature et Science qui ont été le fait qui ont rapporté le séquençage du génome. Donc le génome a été séquencé, et aujourd'hui on a la séquence du génome. Donc on peut faire ce qu'on appelle des puces à ADN. Je prends mon temps pour vous l'expliquer. Voici une séquence sur un chromosome X. On la connaît, la séquence. On fabrique sur une lame, on est capable aujourd'hui, sur une petite lame de verre, de fabriquer et de fixer cette séquence correspondant à une région d'un chromosome. On peut fixer, et ça s'appelle un oligonucléotide, monobrin. On le fixe. On peut fixer celui-là, celui-là. On peut les fixer tous. On peut en fixer des millions sur des lames. Ils sont bien là. Imaginez que c'est des petits cheveux. Alors, on n'en fixe pas un comme ça. On va fixer des spots. Par exemple, voilà. Celui-là, là, que je viens de vous montrer, celui-là. OK? Et bien, on va en fixer des milliers sur ce spot-là, puis un autre là, etc., etc. On peut représenter pratiquement tout le génome, comme ça, avec des petits oligonucléotides. On peut décider que, au lieu de fixer en contiguïté, eh bien, on va prendre celui-là, puis 60 paires de bases après, on va fixer celui-là. Donc ça veut dire que si on fait ça pour tous les chromosomes, on aura une puce dont la résolution va être 60 kilobases, puisque c'est tous les 60 kilobases qu'on aura fixé un oligonucléotide. Ce type de procédé s'appelle une puce à ADN. Là, je vous ai simplement représenté un chromosome pour vous dire qu'on peut donc fixer et avoir tout un chromosome. Et vous avez donc, maintenant c'est parfaitement bien au point, vous avez des logiciels qui savent où se trouve ce spot-là, là, sur cette lame, où est-ce qu'il se trouve précisément à ce niveau-là. Donc, fixation des oligonucléotides sur des lames de verre, ça vous donne des puces à ADN ou arrêt pour réseau qu'on peut espacer tous les X paires de bases. Par exemple, on peut mettre tous les mégabases, par exemple, ou tous les 60 KB, ou tous les 10 KB, ou tous les KB. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc, la couverture du génome d'une puce dépend du nombre d'oligonucléotides fixés sur la lame et de leur espacement. On peut aujourd'hui fixer des millions. C'est pour ça qu'on parle de puce, parce que c'est comme une puce électronique. Il y a beaucoup d'informations sur un petit territoire. Bien. On peut couvrir tout un gène, toute la séquence d'un gène, par exemple avec une puce ou de plusieurs gènes. Bref. Donc ça vous donne ça. Si on prend ce petit spot, voilà, c'est le même oligonucléotide qui est fixé, puis moi, 100 000 fois sur un petit territoire. Ces oligonucléotides font 60 à 80 mères. Alors mères, pourquoi? Parce qu'on ne dit pas paires de bases, parce qu'ils sont simples brins. Donc on dit des mères. Et c'est sur ces lames que l'on va faire la CGH. Et on parle de CGH arrêt ou de ACGH, array CGH. Ça, c'est ça la révolution cytogénétique. Et donc, ça vous donne ça. Imaginons qu'on utilise là-dessus. Imaginons que vous avez dans le génome de l'individu qui est marqué en vert, le patient, autant, il n'y a pas de déséquilibre, quelle que soit la région du génome. Donc, vous allez avoir autant de molécules rouges qui vont s'hybrider sur la puce que de molécules vertes. Donc, lorsque le scanner va faire, on va calculer le rapport entre le vert et le rouge, il n'y aura pas de différence, quels que soient les spots. Si dans une région particulière,
vous avez, oula, vous avez un gain de cette région, une trisomie de cette région. Eh bien, comme sur les dizaines de milliers d'oligonucléotides fixés ici, statistiquement, vous allez avoir plus de vert et une fois plus et demi, 3 divisé par 2, c'est donc, ça vous fait quoi, 3 divisé par 2? Voilà. Eh bien, vous allez avoir un calcul très précis, vous pourrez avoir un calcul très précis du rapport entre le vert et le rouge. Et en fait, ce rapport va être, donc ça va être 3 sur 2, et en log, ça va être transformé en 0,5 en log de base 2. C'est-à-dire c'est lu et c'est exprimé en log de base 2. Ça va vous faire plus 0,5. Puisque le 1 sur 1 en log de base 2 est égal à 0. Donc la ligne de base est égale à 0 lorsque vous avez 2 pour 2. Et lorsque vous avez l'inverse, vous avez une délétion du vert, et bien là, vous allez avoir en fait 1 sur 2, et en log de base 2, ça vous fait moins 1. Donc, le processus est le suivant. Vous avez votre ADN de référence, quantité X, même quantité X d'ADN du témoin, donc autant théoriquement de molécules vertes que de molécules rouges. Vous hybridez sur votre puce à ADN. Après hybridation, vous mettez votre lame dans un scanner. Le scanner va analyser spot par spot le rapport entre le rouge et le vert. Voilà un peu ce que le scanner, voilà un peu une lame hybridée. Spot, et là vous avez des dizaines de milliers d'oligonucléotides du même oligonucléotide, dont on connaît précisément la position sur le génome. Et donc, après ça, vous avez ce type d'image, une reconstitution d'un chromosome. Vous avez la ligne de base ici, qui est 0. Vous avez évidemment, comme c'est des calculs, vous avez, c'est jamais totalement à 0, donc vous avez ceux qui est en haut. Chaque point, correspond en fait à un spot ici. Chaque point correspond à un spot. Et donc, vous avez la valeur de ce spot, un peu plus que 0 en bleu, un peu moins que 0 en rouge. Et vous avez ici une déviation nette à moins 1. L'appareil vous dit que c'est 3,5 mégabases. Et lorsque vous agrandissez, vous avez ça. Vous avez tous ces spots, là, la valeur de ces spots, qui est autour de moins 1. Et là, on change de niveau. Tout d'abord, ce n'est pas vous qui passez votre temps à regarder s'il manque une bande ou s'il y a une bande en plus. C'est l'appareil qui vous dit, là, vous avez un problème. Mais il vous dit plus. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que vous voyez de particulier, là? Comme vous êtes fatigué, vous ne voyez pas. Il vous donne la position exacte, donc la taille, mais il vous donne les gènes. Information, évidemment, que vous n'aviez pas avec le karyotype. Là, vous avez les gènes. Vous savez précisément quels sont les gènes qui sont en haploïnsuffisance. Et là, ça change tout. Vous voyez, voilà, on est à ce niveau-là. C'est-à-dire que le technicien n'est plus devant des chromosomes à découper. Le technicien il est devant ça. Il rend un rapport comme ça, et le médecin a ça, et le médecin, lui, il est devant ce type de situation. Voilà un enfant, et on finit avec ça, qui a des signes particuliers, peu importe. Peu importe, on fait un AECGRH, et on voit tout de suite qu'il existe une anomalie par ici et une anomalie par ici. Ça vous dit que vous avez un déséquilibre sur le même chromosome aux deux extrémités. On le verra voilà, une perte de 5,70 et un gain de 19 mégabases. Lorsque vous faites une hybridation in situ, parce qu'il faut vérifier, vous voyez effectivement qu'ici vous avez deux rouges, un chromosome normal, et vous avez sur l'autre chromosome 2 fois du rouge et il n'y a pas de vert.
vous le saurez après parce qu'on le verra. Ça correspond d'un point de vue karyotypique à une inversion, peu importe, on le verra, peu importe. Mais ça nous permet tout de suite de faire un diagnostic. Ça, c'est un autre diagnostic que je vous montre. Là, vous avez cette délétion et vous savez quels sont les gènes qui sont en place qui vous permettent donc très rapidement de faire un rapport entre le phénotype et le génotype. On va continuer ce soir, mais très rapidement, ce que vous avez vu là, c'est qu'avec cette nouvelle technique, plus besoin de reconnaître les formes. L'appareil vous donne immédiatement le diagnostic et le travail du médecin est d'établir le rapport entre les gènes qui sont en délétion ou en gain avec le phénotype de l'enfant. Donc là, on a changé totalement de méthode, totalement de période, et vous verrez que c'est en train de compter ça, c'est pas fini. Ce soir, on va donc terminer, on a à peu près pour 10 minutes pour terminer ce cours, et on va aborder donc la physiologie des chromosomes. Donc c'est à 16 heures, c'est ça? Ok.